Un peu ce que tu proposes ici, donc du partage entre pairs, rencontrer d'autres entrepreneurs. Bonjour et bienvenue dans le podcast My Own Leadership. Je m'appelle Alexis Eve et un mardi sur deux, je vais à la rencontre des managers des startups les plus impressionnantes pour rentrer dans les coulisses de ce qui leur a permis de construire leur leadership. De leurs apprentissages à leurs secrets de management, dans ce podcast, nous rentrons pragmatiquement dans les bonnes pratiques qui construisent jour après jour un leadership personnel qui tire toute une entreprise vers le haut. Mais en tout cas, on est devenu une belle petite PME ETI, donc on est très fiers de ça. Et si vous avez envie d'avoir les idées claires sur ce qu'il se passe chez vous du côté du facteur humain, nous avons pensé à vous et avons construit un test qui vous permet de savoir quels sont les enjeux humains qui devraient attirer votre attention, et également ceux sur lesquels vous surperformez déjà. Vous pouvez passer ce test en 10 minutes en allant sur www.yaniro.co/test. Le lien est disponible dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jean, comment vas-tu ? Bonjour Alexis. Alors, donc, je suis ravi d'être chez vous. Là, on est de nouveau dans les locaux de Phoenix pour cette fois-ci discuter autour d'un café de tes pratiques de leadership et de management. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sois le bienvenu chez nous. Et donc, Jean, tu es cofondateur et président de Phoenix, que je vais te laisser pitcher parce que tu le pitcheras sans doute 20 fois mieux que moi. Je ne l'ai pas pitché 20 fois, je l'ai pitché peut-être 200 000 fois. Mais on va le refaire avec plaisir. Donc Phoenix, on est une entreprise, nous, d'un écosystème qu'on appelle la Tech for Good, c'est-à-dire qu'on met des solutions digitales au service d'une cause. En l'occurrence, la cause qu'on a choisi de combattre, c'est celle du gaspillage alimentaire et de la solidarité. Donc grosso modo, notre mission, c'est d'éviter la poubelle, de donner une seconde vie à tous les invendus, qu'ils soient issus de l'agroalimentaire, de la grande distribution ou d'un petit commerce de quartier type boulangerie ou fruits et légumes. Et qu'est-ce qu'on fait ? Ces produits qui arrivent proches de la date de péremption, donc à partir de J-3, J-2, au lieu de les mettre par réflexe dans la poubelle et puis en bout de chaîne, en incinération ou en décharge, nous on dit attendez, il y a une chose à faire, c'est leur donner une seconde vie. Donc on a 3 canaux. Le consommateur, à qui on propose de venir racheter les invendus sur notre application mobile à prix cassé. Donc une appli B2C. Le reste est donné à des assos d'aide alimentaire. Et j'entends par là la Banque alimentaire, les Restos du Cœur, le Secours islamique, et ainsi de suite. Et dans un troisième temps, après les consos et les assos, on bascule le résidu chez des animaux. Et le but, c'est qu'à la fin de la journée, les poubelles soient vides et qu'on ait atteint le Graal, c'est-à-dire le zéro déchet alimentaire. Et que voilà, on ait mis en place l'économie circulaire où rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme. Alors pour donner un petit peu une idée pour les personnes qui découvrent Phoenix dans ce podcast, et tu me corriges sur les chiffres s'ils sont à actualiser, on parle de 120 000 repas sauvés par jour, ouais. À peu près. Et donc Phoenix ça existe depuis 2014, tu as fondé ça avec ton associé Baptiste, et on a environ 180 salariés si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, les chiffres sont bons en termes de chiffre d'affaires, parce qu'on communique de façon assez ouverte là-dessus. On était donc sur 100 millions de GMV, donc de volume de business, et en chiffre d'affaires pur à 15 millions de chiffre d'affaires en 2019. Probablement pas une énorme croissance en 2020 du fait du contexte, mais en tout cas, on est devenu une belle petite PME ETI, donc on est très fiers de ça. Ouais, si vous nous écoutez du futur, nous, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. On est en plein milieu des sujets Covid. Ok, alors là, l'idée de cet épisode, ça va pas être tant que ça de parler de l'intérieur de Phoenix. Pour ça, je vous renvoie à l'excellent épisode qu'on a enregistré avec votre DRH dans notre autre podcast du Human Factor. Si vous ne l'avez pas écouté, ça serait le moment de le faire. Là, on va vraiment se centrer sur toi. Parce que donc, on parle d'une entreprise qui existe depuis 6 ans, qui a beaucoup grossi, qui est une spécificité Tech for Good. Et l'idée, ça va être de se pencher un peu sur comment ton leadership, tes pratiques managériales, dans ton rôle, ont évolué. C'est quoi les embûches que tu as rencontrées, comment tu les as contournées, avec l'idée de partager un peu ces bonnes pratiques aux jeunes ou moins jeunes CEO, aspirants managers de start-up qui nous écoutent. T'es d'accord ? Allons-y, c'est parti. Moi, j'aurais adoré avoir ça, donc ravi de pouvoir contribuer. Eh ben, il y aura juste à écouter les épisodes d'après. Ok. Alors, on va peut-être commencer un peu par une notion de défi à relever, parce que ça reste peut-être le premier moment où on se dit que ça vaut le coup de développer son leadership, c'est le moment où on se rend compte qu'il y a des choses à faire en fait, et que le naturel ne marche pas tant que ça. C'est quoi peut-être le premier moment dans la croissance de Phoenix où tu t'es dit qu'il y avait quelque chose qui était un peu difficile, où tu as commencé à rencontrer des enjeux en termes de leadership ou de management, et que tu as dû consciemment changer quelque chose ou faire évoluer quelque chose ? Je dirais que c'est venu assez vite parce que donc moi, quand j'ai créé Phoenix, j'avais 30 ans, donc relativement jeune. J'étais issu d'un écosystème assez privilégié qui est une prépa, une école de commerce, Sciences Po, de la banque d'affaires,
Pour le coup, dans les banques d'affaires américaines, parce que c'était mon cas, on est assez vite, c'est assez binaire et assez manichéen, quoi. C'est up or out. Donc soit t'es bon, tu fais tes preuves et on donne vite des responsabilités des équipes, soit t'es pas bon et on te dégage sans trop de scrupules. Il y a des rails. Voilà. Et donc en l'occurrence, moi ça se passait pas trop mal, et du coup j'avais des juniors, mais j'avais l'impression de manager, mais en fait c'était du faux management, puisque c'est des gens qui sont très dociles, des énormes workaholics qui sont très bien payés. Donc en gros, tu mets une petite touche dans le dos et ils font 100 mètres en moins de 10 secondes. Donc j'avais l'impression d'avoir déjà managé. Et puis en fait, quand on a des gens qui sont des profils de chef de projet ou de compte manager classique, bah c'est moins simple, quoi. Donc voilà, bah c'est peut-être là une des premières frictions, c'était ça. Je pensais avoir managé des équipes de 2, 3, 4, 5, 10. Et en fait, je me rendais compte qu'avec des profils moins lisses ou moins dociles, les méthodes classiques fonctionnaient moins bien, donc il fallait se réinventer un petit peu. Et alors là, ça c'est intéressant parce que c'est quelque chose que je pense beaucoup d'entrepreneurs vivent de plein fouet, notamment quand ils ont eu un background dans des univers qui sont assez normés. Je pense à l'audit, le conseil, la banque d'AF, etc. C'est que c'est très très différent de manager dans un système qui est hyper clair, hyper structuré, avec des incentives financiers qui sont très forts, où là, comme tu le dis, souvent les profils sont déjà très bons, et puis globalement, vu qu'on est dans de up or out, tu as plutôt envie d'être up que out, donc tu joues un peu le jeu des règles. Alors que quand tu montes une startup, pas forcément en Tech for Good, assez vite tu te rends compte que les équipes que tu manages, ça se rapproche plus d'une équipe de bénévoles. C'est-à-dire, ça veut pas dire que tu les payes forcément mal, mais ça veut dire que tu as intérêt à être charismatique et à avoir envie de les emmener, parce que sinon ils ne suivront pas. Oui, c'est clair. Et moi, j'ajouterais aussi sur le cas de Phoenix, alors un truc qui a deux faces, c'est qu'on a une mission forte. Ok, donc c'est hyper clair. Les gens, ça joue dans la motivation. On est là pour une cause, on n'est pas là juste pour faire du chiffre d'affaires et verser des dividendes ou faire des levées de fonds. On a un combat qui est le gaspillage alimentaire, la solidarité. Donc d'un côté, c'est cool parce que il y a un côté presque automotivant. En tout cas, on sait pourquoi on se lève le matin et on y va avec la patate. Et en même temps, ça a drainé chez nous des populations super hétérogènes. On avait des gens qui étaient des anciens d'ONG, qui étaient là pour la cause associative et le militantisme presque. Il y avait des gens de la cause zéro déchet, les militants écolos. Donc il y avait aussi des gens qui étaient là pour l'aventure purement start-up, hyper croissance, il y a un gros marché, on va s'éclater, il y a un boulevard. Il y avait des gens qui étaient là plus pour l'aspect digital tech. Donc voilà, tout ça fait que ça a été compliqué d'aligner les planètes et de trouver le bon discours et de placer le curseur au bon niveau entre toutes ces colorations qu'on avait au sein de la team. Et ça rejoint une citation sur le leadership que j'aime bien, notamment entre leadership versus management. C'est autant le management, souvent, ça dépend beaucoup d'un système. Le leadership, c'est le fait d'arriver à embarquer les gens, arriver à te faire suivre au sens vers un objectif, vers un cap. Et malheureusement, s'il n'y a personne qui te suit, tu n'es pas un leader, tu es quelqu'un qui te promène. Et donc, ce moment où tu te dis, tiens, attends, c'était quand même vachement différent quand j'étais dans mon poste de manager avant. Et là, tu te rends compte que le jeu est un peu différent. Qu'est-ce que tu as mis en place consciemment ou concrètement comme approche, pratique, technique, pour faire en sorte que ça marche finalement? Un peu ce que tu proposes ici, donc du partage entre pairs, rencontrer d'autres entrepreneurs dans des réseaux. Alors à l'époque, j'étais pas encore au Galion, j'allais au réseau Entreprendre et on partageait ce genre de sujets, les bonnes pratiques, quelqu'un qui avait un stress, quelqu'un qui avait un prud'homme sur le dos, quelqu'un qui voulait licencier son directeur commercial, quelqu'un qui voulait au contraire promouvoir une personne, elle ne savait pas comment l'annoncer. Donc beaucoup de partage entre pairs, beaucoup de discussions avec mon associé Baptiste aussi sur la répartition des rôles, qui fait quoi. Et puis être conscient de ses limites, essayer de les travailler. Bon, toujours pareil, travailler ses points forts et puis limiter ses points faibles, mais s'entourer et discuter. Et puis assez vite, ça fait aussi une équipe RH. On l'a fait trop tard, je pense, mais en tout cas, on l'a fait. Et dans ton cas précis, par ce travail d'échange avec Baptiste, d'échange avec le réseau Entreprendre puis le Galion, partage entre pairs sur des sujets précis, est-ce que tu saurais résumer peut-être les 3-4 petits changements que tu as vraiment opérés consciemment, que tu as testé un peu petit à petit, que tu peux justement repartager à des personnes qui nous écoutent on ne dit pas que ça s'appliquera pour eux, mais en tout cas, ça a marché pour toi. Les changements, alors moi au départ j'avais un mode de fonctionnement qui était assez pilote, c'est-à-dire que je traçais la voie en mode locomotive et puis ensuite j'ai essayé d'être... on a tout de suite été assez accessible et assez friendly avec Baptiste, donc le bureau toujours ouvert, on était dans l'open space, ça a toujours été un management assez horizontal, il n'y avait pas vraiment de verticalité, on était au cœur du game et on n'était pas dans une tour d'ivoire, mais on a essayé de passer plus de temps auprès de l'équipe. Et donc, moi, une des principales décisions que j'ai prises, c'est de reprendre la main sur mon emploi du temps. Je ne parle pas au tout début, là, c'est plutôt quand on était déjà 30, 40, 50 personnes.
je me suis rendu compte que je subissais un peu le tempo sur mon emploi du temps. C'est-à-dire que, en fait, quand j'avais un rendez-vous qui était annulé, j'étais trop content, tu vois, parce que je me disais, cool, ça libère une page de 2 heures cet après-midi pour pouvoir avancer sur les trucs de fond. Et en fait, par ce truc-là, qui m'a fait prendre conscience que je subissais mon emploi du temps, je me suis dit, ok, en fait, c'est à moi maintenant d'apprendre à dire non, parce que je savais pas trop faire avant. Refuser les sollicitations, un étudiant qui va faire un entretien téléphonique, un média qui veut faire un papier, je sais pas, un chercheur qui veut faire qui fait une thèse sur le gaspillage alimentaire, qui veut ton avis. En fait, au début, je disais oui un peu à tout le monde, tu vois, de façon trop gentille. Après, j'ai dit ok, niet, non, plus tard, pas moi, tu parles à un tel. Et donc, ce truc de reprendre un peu le contrôle de ton emploi du temps a été salvateur pour moi parce que ça m'a libéré pas mal de focus et d'énergie à mettre au bon endroit. Ouais, c'est vrai qu'il faut jamais oublier que si on fait pas attention, notre agenda, ça devient vite une to-do list dans laquelle n'importe qui peut mettre n'importe quoi. Ouais, donc, exactement. C'est important. Donc ça a été quelque chose de conscient qui t'a permis de libérer plus de temps sur typiquement embarquer les équipes, passer du temps avec. Ouais, moi j'ai toujours, c'est peut-être une sorte de de traumatisme que je subis depuis la prépa. Le fait d'avoir été quasiment enfermé pendant 2 ans pour préparer un concours. Depuis, j'ai toujours une volonté d'avoir un usage ultra optimisé de mon temps et ultra radical. Donc, j'ai toujours été très vigilant sur ce que je faisais. Donc, tu vois, maintenant, je mets des rendez-vous de 30 minutes, pas plus, des calls de 15 minutes. Et donc, j'essaie de timer à fond le truc. Mais, et je le fais depuis quasiment le début. Mais pareil, ne pas se laisser absorber par l'extérieur, par les concours, les prises de parole, les interventions, et essayer de rester focus aussi sur ce qui compte, c'est-à-dire construire une équipe et l'embarquer. Ouais, donc toi, les premières évolutions de ton leadership grâce à Phoenix, c'est passé beaucoup par le focus, par l'organisation personnelle, ce genre de choses. Ouais, vraiment à fond là-dessus. Et puis après, la capacité à déléguer qui est venue assez vite. Je dirais même que j'ai presque l'excès inverse, c'est-à-dire que je... Qui pourrait faire ça? Voilà, donc c'est ce qu'on dit en banque d'affaires, c'est trust but verify. Et moi, au début, j'ai pas toujours vérifié, donc tu vois, j'ai assez vite eu confiance en des gens, et en pensant qu'ils étaient typiquement du niveau de ce que j'avais en banque d'affaires autour de moi, sauf que c'était pas le cas. Donc une fois que tu vois 1 ou 2 boulettes sortir, tu dis ok, en fait, il faut peut-être que je fasse confiance, mais que je passe un peu de temps derrière quand même pour faire grandir et pour vérifier les choses. Alors comment tu as calibré, là, justement, si on fait un tout petit peu l'accent là-dessus, ce côté délégué, parce que c'est quelque chose de clé. Et alors il y a les deux extrêmes, hein. Il y a les micromanagers et ceux qui non-managent, au sens qu'ils disent je te fais une confiance totale, vas-y, roule ma poule. Ouais. Et effectivement, la vérité est quelque part entre les deux. Et toi, donc tu étais plutôt dans l'habitude de déléguer entièrement et puis ça va revenir de toute façon. J'étais plutôt team roule ma poule. Ouais. et comment du coup tu as consciemment réussi à calibrer ça? C'est quoi la manière de faire pour réintroduire, sinon du contrôle, au moins des points d'étape pour t'assurer que ça part pas n'importe où? Je pense que c'est pas simple parce que c'est antinaturel. Enfin, tu vas contre ta nature, donc c'est forcément un effort. Au départ, quand t'es pas de bonne résolution, donc tu vois, ça se fait souvent à la rentrée ou en début d'année en disant allez, je vais faire ci, ça, c'est mes engagements de l'année. Puis tu as très vite le naturel qui revient au galop, donc il faut faire un effort continu. Moi, j'ai pris la décision aussi de me faire peut-être pas si coaché, on peut le dire comme ça, par une sorte de mentor, ce que j'avais pas au début. Et en fait, je sais plus qui m'a sorti ça, je crois que c'est un gars du Galion, mais tu regardes les sportifs de haut niveau, t'en as aucun qui n'a pas de coach. Et donc en fait, c'est naturel d'avoir un coach. Si tu veux rester au top, si tu veux être joueur d'athlétisme professionnel, tu as un coach. Si tu veux être joueur de foot, tu as un coach, etc. Donc moi, je me suis entouré de ça. J'ai en tout cas un mentor qui est un ancien entrepreneur successful, avec qui je fais des déjeuners de temps en temps pour raconter à la fois la météo, comment je me sens dans ma vie perso, dans ma vie pro, quels sont mes stress du moment, où est-ce que je pense que je peux progresser. Et c'est super utile et je conseille à tout le monde de le faire. Ça peut coûter un peu d'argent parfois, c'est des prestations qui peuvent être parfois soit payées en equity, soit payées en cash, mais ça vaut le coup, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on grandit vraiment. Bon, on est évidemment très d'accord, hein, c'est quand même globalement notre métier. Ouais. Est-ce que je peux rajouter à ça, pour saisir un mot très très important que tu as souligné, c'est antinaturel. Faut jamais oublier que ces enjeux-là de leadership, de sortir une cathédrale de terre comme Phoenix, ça n'a rien de naturel. Donc il faut vraiment le travailler comme on travaillerait tout le reste. Hein. Personne ne naît ceinture noire de quoi que ce soit. Non, c'est sûr. Et puis il faut pas essayer de cocher des cases ou de dire ok, un bon manager c'est ça, c'est le portrait robot, donc moi il faut que je m'améliore là-dessus. Il faut aussi s'accepter comme on est et faire en sorte que soit compléter ses faiblesses par des recrutements, c'est la première chose à faire, soit assumer une façon de manager et assumer parfois les forces qui vont avec et aussi les critiques qu'il peut y avoir. Enfin, il faut se connaître et ça prend du temps de se connaître, mais
le contexte de l'entrepreneuriat aide à se découvrir et à bien se connaître pour le coup. Ouais, et ça, pareil, on le répétera jamais assez. C'est beaucoup plus simple de développer ses talents et de les utiliser et de combler les trous d'une manière ou d'une autre que d'essayer de renforcer ses faiblesses, parce que souvent ça va être très long et voire pas possible dans certains cas de figure. Ouais, c'est clair. Ok, donc là on est en 2020 et le leadership, le management, ça évolue en même temps que Phoenix, forcément. Qu'est-ce que tu as mis en place, toi, ou vous avez mis en place consciemment, mais sur les choses qui te concernent, ces 12 derniers mois, qui a eu un impact très fort en termes de ta posture, ton leadership, ton rôle? C'est quoi si on dit justement que personne n'est ceinture noire, ta ceinture bleue là, que tu as acquis récemment, ça s'est manifesté par quel chantier conscient, je dirais, de leadership? Alors nous, on a fait un certain nombre de choses, mais on a recruté une DRH donc que je vous incite à découvrir dans l'autre podcast de la série, Pauline Bardouin, qui a fait beaucoup de bien, qui vient de chez du Bon Coin, je ne sais pas si on dit du Bon Coin ou de Le Bon Coin, mais en tout cas qui avait une bonne légitimité et qui est arrivée en début d'année, qui s'est pris dans la face une réorganisation plus une crise, donc elle a eu beaucoup de mérite, parce qu'elle n'arrivait pas dans le meilleur contexte. Et donc elle a assis aussi notre légitimité, notre crédibilité interne. Après, sur les chantiers qu'on a fait nous, on a remis au goût du jour, au bout de 6 ans, après un gros cycle, l'ADN de Phoenix, donc mission, vision, valeur, pour réaffirmer un peu où on va, qu'est-ce qu'on fait, qui on est. Ça c'est un premier truc. On a essayé de rester super accessible et donc on a fait 2 choses d'organisation interne, des petits tips que je peux vous donner. On a ouvert notre agenda tous les jours de 14h à 14h30 pour des e-cafés. C'est-à-dire que n'importe qui dans la boîte peut booker un rendez-vous, une demi-heure, et venir discuter de tout et de rien, donc tous les jours. On a un truc qui est banalisé pour l'interne, où on fait des one-to-one, Baptiste et moi, avec n'importe quel salarié, qui soit ici à Paris au siège, en région, dans les antennes, ou à l'étranger. Et ça marche super bien. On est quasiment full booké jusqu'à 2 mois. Ça a été super apprécié. Ça nous permet, nous, à la fois de prendre le pouls du terrain, d'avoir les remontées des salariés. Dans le même ordre de trucs, on a fait un call mensuel qui est un peu une radio libre où on a 1 heure pour d'abord faire un peu de descendant sur la performance du mois, les objectifs à venir, et puis après un échange assez libre avec n'importe quel salarié qui peut lever la main, poser une question. Donc, c'est une vidéoconf avec les 180 salariés où chacun peut prendre la parole. Et troisième truc, on a mis en place les outils, en l'occurrence nous on a pris Bloomin, qui sont des outils de prise de pouls des équipes. Et donc le matin tu viens mettre une note de 1 à 5. Et par exemple, sur ce côté prendre le pouls, je vois que ça tourne beaucoup autour de ça, c'est important, parce que plus la boîte grandit, plus il y a le risque de se retrouver dans une tour d'ivoire. Ouais. C'est quoi le type de discussion que vous avez dans les points de 30 minutes, de 14 heures? Typiquement, quel retour vous fait le terrain? Sur quoi est-ce qu'il vous sollicite, ton associé et toi? J'imagine qu'il y a un peu de tout, mais dans les grandes lignes, pour donner une idée à ceux qui ne le font pas, ça crée quel type de lien avec... Alors déjà, le premier objectif, c'est un peu un icebreaker, parce que tu vois, quand on est à ce stade-là, tu recrutes plus forcément les gens. Enfin, tu es embarqué sur les gros process de recrutement stratégique, mais tu recrutes plus... en tout cas, nous, c'est le choix qu'on a fait. Peut-être qu'on l'a fait trop vite ou trop tôt, mais on n'est plus décisionnaire sur un sales, sur un account manager, sur un dev, etc. Donc il y a des gens qu'on va arriver dans l'équipe, qui nous envoient des mails. Tu reçois un mail de antoine@wearephoenix.com et tu sais pas qui est Antoine, dans quelle équipe il bosse, etc. Donc déjà, c'est briser la classe, les connaître, avoir un petit du small talk au début, et puis ensuite savoir qu'est-ce qu'ils pensent de Phoenix, du dernier talk qu'on a fait, de la direction que ça prend, des derniers services qu'on a lancés, des derniers produits qu'on a lancés, de la stratégie de la boîte. Donc voilà, avoir un échange assez ouvert sur tout ça. La rémunération, enfin il n'y a pas de tabou, quoi. On aborde un peu tous les sujets. Et en général, c'est plutôt les collaborateurs, collaboratrices qui viennent avec une envie précise, ou c'est vraiment un temps d'échange et toi tu as des go-to questions où tu te dis alors, comment ça s'est passé? Non, tu as raison. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas un entretien annuel ou un entretien individuel, c'est pas le moment de négocier un salaire ou de passer des messages, etc. C'est vraiment un truc qui est censé être informel, de prise. C'est un café, quoi. Ouais, c'est un café, quoi. Donc c'est un truc friendly, c'est pas un entretien RH déguisé, c'est vraiment un entretien pour parler de tout et de rien, se connaître, apprendre à se connaître et voilà, et remettre une dose de culture Phoenix, être sûr que la personne est bien embarquée
et puis créer du lien, quoi, tout simplement. Et comment tu mesurerais l'impact de ces nouvelles pratiques-là, typiquement de créer de la connexion avec le lien, d'avoir un thermomètre régulièrement avec Bloom qui vous permet de savoir comment toi tu mesures avec des métriques, qu'elles soient quanti ou quali, l'impact que ça a sur la boîte? Je trouve que c'est la seule façon de garder un vrai lien. Tu vois, au début, quand t'es 10, 20, 30, on est dans une même pièce, dans un petit appart, tout le monde se connaît, tu déjeunes avec l'équipe, tu vois, c'est limite de l'entrisme, quoi. Ensuite, quand tu passes des caps, 50, 60, 70, tu commences à perdre un peu ce lien. Du coup, tu as des frustrations parmi les premiers employés qui sont plus les copains des cofondateurs, qui n'ont plus la même relation directe, qui peuvent plus aller boire une bière le soir. Tu deviens un peu moins accessible et du coup... une des seules façons de recréer ce lien et de recréer cette espèce de culture du tout début, enfin d'ambiance en tout cas plus que culture, c'est de passer par ces outils-là, passer par du one-to-one, passer par des petits déjeuners d'accueil, passer par des déj avec les nouveaux arrivants, prendre du temps pour l'onboarding, prendre du temps pour l'offboarding aussi, quand tu sors un collaborateur, le faire proprement, être sûr qu'il ne part pas avec un goût amer dans la bouche et qu'il ne va pas bitcher sur Phoenix dans l'écosystème. Et donc voilà, ça c'est un truc que je ne faisais pas forcément au début, et sur lequel maintenant je suis vachement vigilant. Bien embarquer les nouveaux et bien sortir ceux qui sortent, parce qu'il y en a forcément. Alors qu'au début je me disais, Phoenix c'est une boîte avec une telle mission et on est tellement dans l'air du temps qu'il n'y a pas besoin de faire ce travail-là. Et puis en fait, si, comme dans toutes les boîtes, t'as des mecs, t'as du turnover, t'as des mecs qui arrivent, ils sont tellement le feu sacré qu'ils se crament en 2 ans. T'as des mecs qui se lassent comme dans n'importe quelle boîte, même si la mission est cool. Donc t'as toujours tendance quand t'es fondateur à idéaliser ta boîte, à idéaliser la mission, et encore plus quand t'es comme nous dans la tech for good, dans les boîtes à impact positif, quand tu luttes contre le gaspillage, quand t'as une empreinte sociale positive, tu redistribues des repas. T'as l'impression qu'il y a des tâches assez variées parce que t'es à la frontière entre les consos, les assos, les magasins, les industriels, et pour autant t'as les mêmes sujets qu'ailleurs, c'est l'évolution, ils tournent en rond, ils ont fait le tour. Donc voilà, donc il faut travailler tout ça. Il ne faut pas se dire que la mission suffit. Il faut pas se dire que c'est ça le piège dans la tech for good et dans l'impact, c'est de te dire que la mission suffit et que tu n'as pas besoin d'en faire des tartines à côté parce qu'en fait tu as un truc qui est assez puissant. Et c'est en partie vrai, hein, c'est quand même c'est plus smooth que dans une boîte qui vendrait qui ferait du retargeting publicitaire pour des sites marchands, tu vois, parce que c'est un truc qui est un peu plus noble, mais il faut quand même faire le boulot d'un côté de périphérique, de maintenir une culture forte, d'embarquer les gens, de les faire grandir, de les faire évoluer. Et sinon, tu les perds comme dans n'importe quel cabinet de conseil en stratégie. Et sinon, effectivement, on saurait que les ONG sont the place to work, alors que même si c'est le cas en partie, il y a des problématiques comme dans toute organisation. Enfin. Ouais, à fond. C'est très politique et parfois un peu toxique aussi. Il y a une pratique dont on a un petit peu parlé avant d'appuyer sur le bouton play dans l'entretien, qui moi m'intéresse beaucoup. C'est qu'apparemment, donc dans la phase actuelle de Phoenix, vous êtes organisé avec Baptiste, ton associé, symboliquement, je dirais, dans une répartition des rôles qui est un peu proche de interne-externe, président, Premier ministre. Donc, tu peux m'en dire un petit peu plus sur à la fois la genèse de cette décision-là, comment vous l'opérez, pourquoi vous faites ça, etc. Avec plaisir, je pense que ça intéressera potentiellement des gens. Donc nous, on est 2 cofondateurs, qu'on a créé la boîte il y a 6 ans à 50-50, avec 1 000 € de capital. Donc on approche vraiment lean, petit bras. En tout cas, on y allait en mode, on va prouver que ça marche. Donc pas de jaloux, on était sur un pied d'égalité totale. Il se trouve que avec les premiers employés ou stagiaires, on a fait une élection pour savoir lequel des deux serait président et lequel des deux serait Premier ministre. Donc, c'est venu un peu comme ça de la base, parce qu'on hésitait tous les deux. Et donc il se trouve que je dis ça parce qu'en fait on a des profils qui sont complémentaires, mais on n'est pas dans la caricature de la startup où tu as un développeur commercial et puis un CTO, un tech guy, quoi. On est vraiment au niveau des talents là. Il y a des choses qui sont naturelles pour toi, qui sont peut-être moins naturelles pour Baptiste, et inversement, quoi. Lui il est pas, d'ailleurs c'est une des faiblesses de Phoenix, c'est que dans le duo de fondateurs il n'y a pas un gars qui est purement en tech, c'est plutôt lui qui porte ces sujets-là. Et du coup on a dû faire la différence et répartir les rôles un peu différemment. C'était pas tellement sur les hard skills, c'était plutôt sur le reste. Et donc on s'est aperçu au fil de l'eau, au fil des années, en grandissant, que moi j'étais plutôt bon pour embarquer les clients, les grands comptes, les partenaires, les médias, l'écosystème et faire monter la sauce autour de la marque, employeur de la marque toute seule. Donc c'est ce que j'ai pris en charge et c'est ce qui me plaît aussi. Et que lui avait plutôt des qualités justement aussi humaines, de management, de leadership, et qu'il était bien pour l'interne, quoi. Et donc c'est comme ça qu'on s'est réparti les rôles, donc dans un binôme qui effectivement représente un peu, ressemble un peu à ce qu'on peut voir en politique en France, en tout cas sous la 5e, c'est-à-dire un président
qui est plutôt un tropisme sur l'extérieur, faire rayonner la boîte et porter le combat à la marque, incarner la boîte à l'extérieur, figure de proue. Et puis un Premier ministre qui fait tourner la boutique en interne et qui gère notamment les merdes, mais pas que. Mais voilà, c'est comme ça qu'on s'est répartis, schématiquement en tout cas en interne, pour que ce soit clair qui fait quoi, parce que c'est aussi un sujet en grandissant, c'est à quoi ils servent, qui fait quoi et comment ils se répartissent les rôles. Et ça, vous l'avez renforcé avec le temps ou ces derniers temps, ou c'est vraiment quelque chose qui est de toute façon dans l'ADN? Non, on l'a renforcé, on a senti que c'était une nécessité. Pour les nouveaux arrivants, je pense que les gens qui nous connaissaient depuis le début, c'était clair. Pour les nouveaux arrivants, c'était bien. On va pas se faire des fiches de poste, mais ça y ressemble presque. C'est qui fait quoi. D'autant plus que quand tu passes des caps et quand tu fais comme nous une série A, une série B, etc., que tu lèves des fonds, que tu recrutes des managers, il faut toujours rappeler ce que toi tu fais, à quoi tu sers, pourquoi tu es là. Donc, comme on s'est entouré de super managers de top niveau, c'est bien d'être transparent sur qu'est-ce qu'on fait de nos journées, où est-ce qu'on crée de la valeur, en quoi on prépare l'avenir. Les managers gèrent le quotidien, mais nous on est là pour préparer le coup d'après, soit la prochaine levée de fonds, soit le prochain partenariat, soit le prochain gros client, enfin voilà, donc soit le prochain gros recrutement. Et alors, forcément, vu qu'on est dans des périodes où on les a beaucoup vus, en tout cas en France, le président et le Premier ministre dans leur petit balai, est-ce que vous avez, entre guillemets, poussé le sillon, enfin creusé le sillon, jusqu'à partager des messages un peu de cette manière-là, type, pour l'interne, toi tu vas représenter un petit peu vraiment la vision, le cap de Phoenix, l'ambition, la mission, etc. Là où ton associé va être dans la déclinaison opérationnelle, partager ce que ça veut dire pour des aspects beaucoup plus pragmatiques. Ouais, c'est exactement ça. En substance, c'est ça qu'on fait, c'est-à-dire qu'on est très souvent aligné, voire quasiment toujours. C'est un truc aussi, tu vois, typiquement, c'est une règle que j'ai apprise d'un de mes mentors, c'est on a gravé ça dans la map, c'est agree to disagree, c'est-à-dire qu'on a le droit de pas être d'accord, mais ensuite disagree but commit. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord, on converge vers une position commune quand même, et ensuite le mec qui a cédé entre guillemets doit pas être frustré, il doit commit à la décision qu'on a prise à deux, quoi. C'est pas simple quand tu es à 50-50 au départ, mais c'est une règle qui est assez importante. Donc voilà, nous on essaie de montrer qu'on est toujours alignés, qu'on a la même vision, qu'il n'y a pas papa a dit oui, maman a dit non. Ça a pu être le cas pendant un moment, quand les rôles n'étaient pas hyper clairs, mais maintenant c'est clarifié, on est aligné et après on décline opérationnellement. Et alors, très précisément là-dessus, vous avez une espèce de règle ultime, parce que si vous êtes à 50-50 quand vous agree to disagree, qui tranche, c'est celui qui est concerné par le périmètre, c'est en dernier lieu le président, enfin comment ça se passe? Ouais, c'est plutôt en dernier lieu le président, mais c'est très rare, hein, franchement. On a une méthode de fonctionnement qui fait qu'on va pas au clash et qu'en général on arrive à un accord, on s'écoute, on est des gens intelligents tous les deux, enfin c'est prétentieux de dire ça, mais en tout cas intelligents socialement, je dis pas qu'on est brillants, mais on a vécu historiquement un gros problème de gouvernance dans une précédente aventure où on était 3, donc on a été vaccinés par ça, et maintenant on a un fonctionnement qui est super fluide et qui est, je pense, une des forces de Phoenix. Bon. Peut-être, avant d'arriver à la fin de cette discussion, là finalement, si tu te revois toi au tout début de Phoenix dans ton rôle de leader, de manager, à l'époque tu étais leader de toi-même, où il n'y avait pas grand monde, mais en tout cas ça arrivait assez vite. Qu'est-ce qui a le plus changé dans ta pratique managériale ou ta posture en termes de leadership? C'est quoi la plus grosse évolution? La plus grosse évolution depuis 6 ans, c'est, je pense, la confiance en moi. D'assez loin. Je trouve que c'est un des trucs qui apporte vraiment l'entrepreneuriat. Et c'est un des rôles... c'est pour ça qu'il faut s'entourer. C'est qu'en fait, très souvent, tu as l'impression que les gens qui ont construit des licornes ou des monstres, c'est des mecs qui sont genre intouchables, extraordinaires. Et en fait, non, c'est des gens comme toi et moi qui ont juste eu le drive, la confiance en eux. Mais les mecs qui ont fait des business objects, les mecs qui ont fait des Blablacar, des Doctolib, des Alan, ils sont ni plus intelligents ni peut-être un peu plus, tu vois. Mais en tout cas, il n'y a pas de complexe à avoir. Et donc moi, j'ai vachement gagné là-dessus, sur la confiance en moi, sur l'assurance, sur assumer des positions aussi. Je pense que j'étais au départ, à 30 ans, j'étais un gars assez consensuel, qui peut-être presque peur du conflit, tu vois. Plutôt diplomate en tout cas, dans la façon de résoudre les conflits. Et ce que m'a appris l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est pas peur d'avoir allé au clash, pas peur de défendre un point de vue. J'ai appris la radicalité aussi. Il y aura des lovers, des haters, et c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Alors qu'avant, je pense que j'aurais eu du mal à assumer que une partie de l'équipe ou une partie des détracteurs autour, une partie des gens autour puissent être détracteurs d'une décision.
Et je pense que c'est ce que j'ai appris, moi. Avoir confiance en moi, m'assumer, être plus sûr de mes points de vue et accepter qu'il y ait des mecs qui ne soient pas d'accord. Et c'est un des gros enseignements de mes 6 ans d'entrepreneuriat. Pour faire quelque chose, souvent, il faudrait être un peu clivant, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ça marche comme ça. Exactement. Bon, on va passer tranquillement à la fin de l'interview. Quel livre ou podcast, blog recommanderais-tu à des personnes qui souhaiteraient développer leur leadership personnel en start-up ? Ça peut être n'importe quel type de ressources. Tu as beaucoup vanté l'échange entre pairs. Ouais. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager là ? Alors moi je pense que mais t'es bien passé pour le savoir, mais l'outil clé je trouve pour industrialiser, pour passer à l'échelle sur ce genre de truc, c'est le podcast. Donc vous pouvez croquer tous les podcasts, c'est ce que je fais en scooter ou dans mes temps faibles, j'écoute des podcasts sur plusieurs thématiques, mais je pense que sur la partie leadership vous pourrez en trouver, à commencer par les tiens évidemment. Après pour revenir sur un truc qui me tient à cœur et que j'ai dit tout à l'heure, c'est la question du time management et de l'optimisation et comment tu peux gratter quelques minutes par jour. Il y a un livre je pense qu'on a déjà cité chez toi, mais qui est très bien, qui s'appelle La 25e heure. T'as participé à te donner des tips là-dedans ou pas ? Non, j'adore ce livre. Et ouais. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs un peu nerds de la productivité qui ont contribué. Moi, il m'a aidé. Alors évidemment, sur les petits outils, des trucs un peu micro à la marge, sur créer des templates de mail, créer des raccourcis clavier, évidemment. Mais même sur des trucs plus simples comme apprendre à dire non, ce que je disais tout à l'heure, refuser des choses, faire des emails de refus un peu polis, passer par un filtre avant d'avoir accès direct au CEO, ça c'est bien. J'ai mis aussi un color coding dans mon agenda pour voir de façon très visuelle quand je me connecte le lundi matin quelle part de commercial, quelle part de communication, quelle part d'interne, quelle part de RH. Et comme ça c'est assez visuel et je vois que si ça dévie trop sur un truc, s'il y a trop d'externes, s'il y a trop de com, s'il y a trop de points de réunion interne, je peux visuellement avoir le signal et réajuster un peu la chose et annuler 2-3 rendez-vous. Donc c'est un petit tips que je vous file, il est bien, qui est pas révolutionnaire, mais qui est pas dans le livre, qui fonctionne bien. Ouais. En tout cas chez moi, je l'ai mis au point et je trouve ça cool. Ok, et donc l'idée de ce podcast, c'est bien évidemment de la formation continue sur le leadership et du partage de bonnes pratiques entre pairs. Ouais. Qu'est-ce que tu nommes pour le prochain épisode de ce podcast ? C'est qui le ou la leader ou best manager de start-up que tu connais, que tu adorerais voir passer à ta place derrière le micro ? Alors moi, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup apporté, qui s'appelle Phil Tesler, qui est un entrepreneur aguerri pour le coup, qui a créé et revendu une grosse boîte qui s'appelle Enablon, qu'il a scalé en France, en Europe puis aux US. Et qui est un entrepreneur qui gagnerait à être connu. Il avait une boîte qui était du SaaS B2B, donc qui n'est pas sous le feu des projecteurs des boîtes B2C très connues, mais qui a une trajectoire assez dingue et qui m'aide à avoir un troisième œil sur beaucoup de recrutements clés. Donc avec Baptiste, on source des talents. Une fois qu'on a un accord, on lui envoie. Et lui, en général, arrive à les lire de façon impressionnante et à faire des comptes rendus qui sont... Donc voilà, long story short, je te conseille de contacter, je peux te mettre en relation avec Philippe Tesler. Et je n'y manquerai pas, évidemment. Qui sera un excellent talker dans ce... Et alors, on va pousser le vice, c'est quoi la question que tu aimerais que je lui pose ? Parce que je vais l'appeler et je vais le rencontrer et je vais lui poser des questions, il y en aura une qui sera de ta part. La question que j'aimerais lui poser, c'est comment tu te réinventes une fois que, comme lui, tu as fait un cycle complet from scratch, donc l'amorçage, changement d'échelle, exit, earn-out, et comment tu tombes pas dans l'adepte et comment tu te réinventes, c'est quoi le point, est-ce que tu as fini le jeu, bon, tu fais quoi ? Voilà. Est-ce que tu as l'énergie, le courage pour repartir à zéro et surfer sur ta réputation, ton réseau pour recréer un truc plus rapide en faisant moins d'erreurs, ou est-ce qu'au contraire tu te dis moi j'ai tué le game et maintenant je passe sur autre chose, soit du mentorat, du partage d'expérience, de l'investing, de l'angeling, parce que moi je me pose la question pour la suite, si j'ai la chance d'avoir un parcours successful, qu'est-ce que je fais après ? Et tu as toujours les deux tentations, quoi. Surfer sur le premier succès pour redémarrer plus vite et mieux, ou au contraire dire je reste là-dessus, je relance pas les dés au risque de me planter et de cramer ma réputation et je passe à autre chose. Donc son point de vue m'intéressera sur cette question-là de l'après. On passera le message. Merci beaucoup Jean pour ton temps. Je te dis à très vite, à bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à dans 2 semaines pour le prochain épisode.